Nous les voyons tous les jours, ces façades déchiquetées de Mossoul, d'Alep ou de Homs, ces villes d'Irak et de Syrie où les immeubles se sont écroulés au fil des années. Partout des familles qui n'attendent qu'une chose, retrouver leur maison, et partout des luttes d'influence sur la façon de reconstruire la région. Mais que faut-il vraiment reconstruire ? من يوم 11/4 بلشنا أول البناء، بلشنا عملية الهدم. طبعا لازم نزيل الأجزاء المتضررة، بعد ما نزيل الأجزاء المتضررة راح نعيد بناء كبناء متكامل، بس كمرحلة أولى طابق واحد مو طابقين. En fait, il faut bien se mettre à l'esprit que Mossoul est une très grande ville, l'agglomération de Mossoul est une très grande ville et la situation est radicalement différente en fonction des quartiers dans lesquels on se trouve. Mossoul Est, donc sur la rive orientale du fleuve, qui coupe la ville en deux du nord au sud. La bataille s'est terminée au mois de février, donc ça fait déjà plusieurs mois. Les routes ont été réparées, l'électricité a été rétablie. L'armée irakienne, pendant sa progression, a installé des antennes de téléphone portable mobiles un peu partout, donc il y a du réseau téléphonique et les magasins ont ouvert. Il y a encore des traces de la bataille, mais qui sont, à part certains endroits comme l'université ou l'hôtel, le fameux hôtel Oberoi Ninive qui est sur les bords du Tigre, enfin des endroits où la bataille était particulièrement violente, la vie a plus ou moins repris à Mossoul Est. Mossoul Ouest, c'est totalement différent parce que les combats continuent encore ces derniers jours. Puis il y a évidemment l'épicentre de cette bataille qui est la ville historique, le centre historique de Mossoul, où le niveau de destruction atteint des proportions qui sont inédites dans le reste de la ville. هي بعد ما تحررنا قمنا يجيبونه هنا وهسه عرض وطلب عليه لان العالم قاعد تبني تعرف كل ما يريد يرجع لمكانه. Ça va coûter très cher, simplement là aussi il faut relativiser. Les destructions ont été très concentrées dans certains quartiers. Les Américains n'ont jamais lâché un tapis de bombes sur Mossoul. C'était des bombes qui étaient destinées, qui avaient toujours des objectifs précis, c'est-à-dire des positions qui étaient tenues par Daesh. Ou alors, il y avait une des méthodes des Américains et des avions de la coalition qui consistait à lancer des bombes de forte puissance à tous les carrefours. Ce qui en fait ça creusait un énorme cratère de plusieurs mètres de profondeur en plein dans un carrefour. Et ça rendait les déplacements des véhicules de Daesh, et notamment des véhicules suicides, qui ont été l'arme la plus utilisée et la plus meurtrière de Daesh pendant toute la bataille, ça rendait les déplacements de ces véhicules assez problématiques. Ça, par exemple, ce sont des destructions d'infrastructures très impressionnantes, mais j'allais dire, les Irakiens, le génie civil irakien sait faire. On remplace des tuyaux d'égout, on bouche les cratères et on remet du macadam. J'allais dire, c'est à la portée l'Irak est un pays avec des ingénieurs, avec des ouvriers, avec du matériel. Enfin, on sait réparer ça. Si Mossoul peut presque symboliser à elle seule l'enjeu de la reconstruction en Irak, surtout après une bataille de 9 mois contre Daesh, la réalité est plus complexe en Syrie où le territoire se divise entre les forces de Bachar al-Assad en orange, les rebelles en vert, les Kurdes au nord en jaune et bien entendu Daesh en noir qui n'a pas rendu les armes. À Homs, l'un des tout premiers foyers de résistance contre Bachar al-Assad, les combats entre les rebelles et les forces gouvernementales ont fait d'une bonne partie de la ville un tas de ruines. Une mission de l'ONU en septembre 2016 tentait déjà de restaurer le vieux souk de la ville. À Alep, la deuxième ville de Syrie, les rebelles ont été chassés en décembre dernier et certains quartiers rappellent Berlin dans les dernières heures de la Grande Guerre. J'étais à Alep juste avant Noël lorsque la partie est d'Alep a été reconquise par les forces syriennes, appuyées par le Hezbollah au sol et par l'aviation russe. Ça a été effectivement une défaite très importante pour la rébellion qui avait fait d'Alep un petit peu sa nouvelle capitale. Et donc les rebelles ont dû se replier un peu plus à l'ouest dans la province d'Idlib. Donc là, on entre dans ce qui étaient les souks, voilà, de la vieille ville d'Alep, ce qu'il en reste, parce que là vraiment, c'est la destruction quasi totale. Ouais, on respire une odeur âcre de fumée.
Alors la partie est de la ville est détruite au moins à 50%, hein. Donc il y a un besoin de reconstruction énorme. Il y a un certain nombre d'habitants qui sont rentrés chez eux depuis, mais il n'y a pas de reconstruction qui a été lancée parce que la reconstruction d'Alep-Est, comme la reconstruction du reste de la Syrie, ne se fera que dans un cadre, une espèce de plan général, hein, et on n'y est pas encore. Que les bombes soient dirigées contre Daesh ou contre des rebelles, que les combats soient terminés ou toujours en cours, les civils seuls ne pourront rebâtir leurs maisons, leurs quartiers et leur pays. Des centaines de milliards d'euros sont nécessaires et en Irak comme en Syrie, le thème de la reconstruction est utilisé par le pouvoir central pour asseoir sa légitimité. أيها العراقيون من حقكم أن تفتخروا أن هذا النصر لكم. هذا النصر وهذه العمليات تمت بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي. كما توحدنا في قتال داعش والقضاء على داعش، علينا أن نتوحد في إعادة الاستقرار لهذه المناطق وعودة النازحين وتقديم الخدمات وإعمار جميع المناطق التي حررناها. Abadi, qui est le Premier ministre irakien, a besoin de réaffirmer l'autorité de l'État sur cette ville, en sachant que cette ville, Mossoul, si elle a accueilli assez facilement finalement les combattants de Daesh en 2014, c'est parce que cette ville ne se sentait pas du tout gérée par le pouvoir central à Bagdad, qui est majoritairement chiite, alors que cette ville est la capitale sunnite, une des capitales sunnites du pays. Donc Abadi a besoin de démontrer aujourd'hui que l'État irakien va reprendre le contrôle de cette zone et de cette ville en particulier. Car reprendre militairement une ville est une chose, mais encore faut-il démontrer sa capacité à la gérer politiquement. الناس هنا عاد ترجع شويه شويه بس لان خدمات ماكو ما عاد ترجع لو اكو ماي واكو كهرباء العالم متبهدله بالجانب الايسر العالم كله تريد ترجع لبيوتها بس لان ماكو خدمات العالم ما عاد ترجع. Dans quelle mesure le gouvernement de Bagdad dominé par les chiites va laisser les sunnites se réemparer, si je puis dire, de Mossoul? Donc toutes ces questions alimentent l'incertitude sur la reconstruction, et c'est pas bon parce que plus il y a d'incertitude, plus effectivement il y aura de déception, et plus il y aura de retard dans le retour des habitants, et plus tout ça nourrira justement le ressentiment des habitants qui pourront de nouveau après aller du côté de Daesh, même si Daesh ne s'appellera plus Daesh, qui leur dira ben, vous avez vu, on est parti, le gouvernement est revenu, mais vous êtes toujours dans les tentes, etc. Donc effectivement il y a une urgence assez forte à relancer, à reconstruire Mossoul, à la fois, je dirais, d'un point de vue physique et d'un point de vue politique. De ces manifestations de joie à Bagdad, au lendemain de la reconquête de Mossoul, une question se pose. La reprise de la deuxième ville du pays, la victoire contre Daesh, peut-elle insuffler un sentiment de fierté nationale qui dépasserait le clivage sunnite-chiite de la région ? Il y a une partie assez considérable de l'opinion irakienne qui, effectivement, qui soit d'origine sunnite ou chiite, qui exprime une certaine fierté nationale. En gros, effectivement, on peut dire toujours que l'Irak est un pays artificiel qui a été tracé, dont les frontières ont été tracées par les puissances coloniales britanniques et françaises au milieu du XXe siècle. Mais 80 ans plus tard, eh ben, il existe une sorte de fierté nationale. Et oui, la victoire de l'armée irakienne à Mossoul a rendu à cette partie des Irakiens une sorte de fierté qui avait été mise à mal au cours de l'offensive de Daesh en 2014. Et donc la grande question, ça va être la capacité du pouvoir central de Bagdad de dire aux Mossouliotes, nous sommes tous Irakiens et nous voulons reconstituer un pays et vous êtes partie intégrante de cela. Est-ce que le message politique, le discours politique sera suffisamment clair pour que tous les Irakiens se retrouvent dans ce pays? Là, j'ai encore des réserves, mais c'est vraiment ça la question essentielle qui se pose aujourd'hui à l'Irak, c'est celle-ci et ça n'est rien d'autre. En Syrie, la reconstruction se confronte au morcellement du pays depuis 6 ans, mais l'urgence est là, et si un homme a su l'utiliser à son compte, c'est bien Bachar al-Assad.
Parler de reconstruction à l'heure actuelle, je trouve ça compliqué. C'est-à-dire que déjà les violences, elles sont toujours à l'œuvre en Syrie. En plus, les violences sont le fait essentiellement quand même du régime et de ses alliés. Or, quand on pense à la reconstruction, on pense reconstruire avec précisément ces acteurs-là. Un élément central, une question centrale dans cette problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait de Bachar el-Assad? Est-ce que vraiment on prend pour une évidence, comme il nous le présente et comme quelque part on l'a intégré, que cette reconstruction se fera avec lui? Ou est-ce que finalement c'est une illusion de penser qu'on peut reconstruire avec quelqu'un qui a détruit son pays? Pour l'instant, c'est un thème sur lequel les diplomates planchent, mais il n'y a pas d'avancée parce que eh bien, il y a cet obstacle-là de la présence de Bachar el-Assad. Cela étant, comme a priori Bachar el-Assad va être là encore pendant quelques années, on ne peut probablement pas attendre qu'il ne soit plus là, si tant est qu'un jour il ne serait plus là, pour entamer ce processus de reconstruction. Donc, il y a effectivement ce qu'on appelle early recovery, il y a des processus de réhabilitation, par exemple, dans certaines zones, au sud par exemple, qui pourraient être entamées. Et ce n'est pas un hasard si dans ces zones, ce sont ces zones-là où les Russes et les Américains veulent faire des zones de désescalade, etc., pour essayer de faire revenir les réfugiés, aussi bien ceux qui sont aujourd'hui amassés dans des camps en Jordanie qu'en Turquie. حلمي ارجع على سوريا وربي اولادي بسوريا ونعيش باراضي جدادنا ونربي اولادنا اولاد الخير. احنا مو هاي بلادنا سوريا بس يكبروا ويوعوا ان شاء الله ما بوعوا غير بسوريا. Les Syriens ne pensent pas seulement « je veux rentrer au pays, je veux récupérer ma maison », etc. Même si, évidemment, c'est quelque chose qui est très prégnant. Mais il y a aussi dans quelles conditions je vais rentrer au pays. C'est-à-dire la question de la sécurité, la question de la justice, etc. La question du régime, et pas seulement du régime, d'ailleurs, de comment on reconstruit politiquement une situation viable. Une reconstruction où chaque brique posée est un morceau d'influence et les acteurs impliqués ne manquent pas. Les États-Unis, l'Arabie Saoudite et les monarchies du Golfe, la Russie, la Turquie, l'Europe et bien sûr l'Iran de Hassan Rouhani qui présente peut-être la stratégie la plus transparente de la région. L'intérêt ou la volonté des Iraniens, c'est d'avoir une zone d'influence avec une continuité territoriale qui part de Téhéran en allant à Bagdad, en se poursuivant à Damas et qui finit au Liban à travers le Hezbollah. En Syrie, ce que l'on voit clairement, c'est des Iraniens acheter des maisons, acheter des terrains à Damas et dans d'autres régions de Syrie où là, il y a une véritable volonté d'implantation. C'est quelque chose qui s'apparente beaucoup à un processus de colonisation. C'est en fait s'accaparer le pays, en quelque sorte. Il y a un peu le fantasme, mais c'est plus que le fantasme, puisque ça devient une réalité, d'un Iran qui s'agrandit et d'une reconfiguration territoriale qui n'est pas encore vraiment, évidemment, effective, mais qui est déjà en route par les déplacements de population. Habituellement, dans ce genre de conflit, dans cette région, on sait très bien qui finance cette reconstruction. Ce sont les pays du Golfe, les monarchies sunnites du Golfe qui ont beaucoup d'argent, etc. Ces monarchies sunnites, justement, aujourd'hui ne veulent pas reconstruire parce qu'elles ont pris position en faveur des rebelles depuis le début. Donc elles ne veulent pas favoriser une reconstruction qui permettrait à Bachar el-Assad de se relégitimer. En Syrie, l'Union européenne cherche toujours une stratégie unique, un langage commun qui pourrait la rapprocher de la table des négociations. En Irak, les chars d'assaut ne résonnent plus à Mossoul et chaque puissance impliquée dans la reconquête de la ville veut maintenant tirer profit de la victoire contre Daesh. Alors, en ce qui concerne Mossoul, c'est une ville où il y a eu beaucoup d'intervenants dans la guerre. Il y a eu effectivement les forces armées irakiennes, il y a eu les milices chiites irakiennes, avec derrière elles l'Iran. Il y a eu les Peshmerga, les combattants kurdes, il y a eu les forces de la coalition internationale, il y a eu aussi des troupes turques qui ont un camp à Bashika, dans la périphérie de Mossoul. Donc ça fait beaucoup de monde.
Et les appétits s'aiguisent. Après 14 ans d'instabilité en Irak et plus de 6 ans de guerre en Syrie, le temps a rebattu les cartes des parrains de la région et une intéressante répartition des zones d'intérêt s'est opérée entre les deux premières puissances militaires au monde, les États-Unis et la Russie. En Irak, les Iraniens sont extrêmement présents, mais les Américains sont extrêmement présents. Je veux dire, le pays important pour les Américains dans la région aujourd'hui, c'est l'Irak, et la Russie est moins présente en Irak qu'elle ne l'est en Syrie. Donc, est-ce qu'on peut parler de répartition des zones d'influence? Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tous les cas, il y a clairement une répartition, ou en tous les cas, il y a clairement des intérêts qui sont évidents en Irak pour les Américains, parce que toute cette situation quand même est le résultat de l'intervention américaine de 2003. Je veux dire, il faut quand même le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier. Et dans le cas de la Syrie a toujours fait partie de cette zone d'influence russe, soviétique à l'époque, russe aujourd'hui, et que les Russes aussi ont profité de ce conflit pour revenir et pour montrer qu'ils sont à nouveau un acteur majeur au Proche-Orient, ce qu'ils n'avaient pas été pendant des années à partir de la chute du mur de Berlin et la transformation de l'URSS en Russie, où là il y a eu des années au cours desquelles la Russie finalement a été très absente de la région. Et là, elle revient en force. Dernière menace à la fragile unité de l'Irak, les Kurdes, au nord du pays, qui envisagent leur indépendance comme une récompense à leur lutte contre l'État islamique. طبعا 14 ساله همو سال پیمان آلن وقتا که مناسب نیه هر جاری بهانه هر جاری مشکله لبر هوای من نتوانین زیادتر لما شاوروان بین وقتا که مناسب ابو مناسب نیه یعنی بلام سیره او همو تشویش دروز بکریتن لسبب والله ملت یک دعوی تعبیر لرای خوی بکاتن. L'indépendance du Kurdistan, ou du moins une autonomie du Kurdistan, a toujours été l'objectif des Kurdes irakiens. En tout cas, ils ont pendant 2 ans et demi servi de base à la coalition internationale contre l'État islamique. C'était eux qui étaient au premier contact avec le territoire qu'avait conquis Daesh dans la plaine de Ninive. Les Kurdes sont tout à fait conscients du fait que dans quelques mois, ils ne seront plus aussi utiles et donc on sera peut-être moins enclin à leur faire des concessions. L'Irak depuis 2003 et la Syrie depuis 2011 prouvent une chose, la nature a horreur du vide. En Irak, le retrait des États-Unis a laissé le champ libre à l'Iran, puis l'instabilité du pays a permis à Daesh de s'implanter durablement. En Syrie, le chaos a profité à Daesh et d'autres groupes islamistes qui ont confisqué la révolution aux rebelles, et à la Russie qui chaperonne militairement le régime de Bachar al-Assad. Si dans ces pays le chantier de la reconstruction est immense, coûteux et éminemment politique, il est surtout urgent. Plus de 11 millions de Syriens sont déplacés ou réfugiés depuis le début de la guerre, et en Irak, la ville de Mossoul a perdu plus d'1 million de ses habitants.